52, pas 2, pas 10, 52 sénateurs, un vote, un message, et une onde de choc politique immédiate. Donald Trump pensait contrôler la séquence, mais cette fois, le Sénat a envoyé un signal clair. Alors que s'est-il réellement passé? Simple revers parlementaire ou humiliation politique majeure? On décrypte. Ce qui s'est passé au Sénat n'est pas un simple vote technique, c'est un moment politique, un moment de rupture. Dans l'enceinte feutrée du Capitole, loin des caméras grand public mais sous haute tension, 52 sénateurs ont fait bloc. Pas dans un éclat spectaculaire, pas dans une scène théâtrale, mais dans un geste institutionnel lourd de sens. Et c'est précisément ce calme apparent qui rend l'épisode explosif. Parce qu'au Sénat, chaque vote est un signal. Un signal envoyé à la Maison-Blanche, un signal envoyé au pays, un signal envoyé au monde. Derrière ce vote, il y avait un enjeu clair, limiter, encadrer ou contester une décision ou une orientation portée par Donald Trump. Peu importe la formulation juridique exacte, ce qui compte, c'est la dynamique politique. Quand 52 voix s'alignent contre une position présidentielle, ce n'est plus une opposition marginale, c'est une démonstration de force. Et dans le système américain, le Sénat n'est pas une chambre secondaire, c'est une institution clé. Validation des nominations, contrôle des budgets, supervision des engagements militaires, ratification des traités. Autrement dit, un contre-pouvoir central. Ce vote révèle 3 choses. Premièrement, une fracture politique assumée. Certains élus, y compris dans le camp présidentiel selon les cas, ont estimé que le coût politique ou stratégique était trop élevé pour suivre aveuglément la ligne de la Maison-Blanche. Deuxièmement, une inquiétude institutionnelle. Derrière les discours publics, beaucoup de sénateurs s'interrogent sur la direction prise, qu'il s'agisse de politique étrangère, de stratégie sécuritaire ou d'équilibre des pouvoirs. Troisièmement, un message adressé à l'opinion. Le Sénat rappelle qu'aux États-Unis, le pouvoir exécutif n'est pas absolu. Ce moment est d'autant plus fort qu'il intervient dans un climat déjà polarisé. Quand la tension politique est à son maximum, chaque vote devient un test de loyauté. Et là, 52 élus ont choisi la ligne institutionnelle plutôt que l'alignement automatique. Ce n'est pas une humiliation symbolique, c'est une mise sous pression. Car politiquement, l'image compte. Un président confronté à une coalition capable de bloquer ou d'entraver certaines décisions apparaît fragilisé, même si juridiquement, il conserve ses prérogatives. Et dans la politique américaine, la perception peut devenir une réalité. Un président sous pression voit sa marge de manœuvre se réduire. Les alliés hésitent, les adversaires détestent, les partenaires étrangers observent. Ce qui s'est joué au Sénat, ce n'est donc pas seulement un vote, c'est un rappel brutal de l'équilibre des pouvoirs. Un avertissement politique et peut-être le début d'une séquence plus large, parce que dans les institutions américaines, les crises ne commencent jamais par un fracas, elles commencent par un vote. Et parfois, 52 voix suffisent à faire trembler un président. Alors, soyons clairs, ce qui vient de se passer, est-ce une simple défaite politique ou quelque chose de plus profond, de plus structurant? Parce qu'il y a 2 lectures possibles, et elles ne racontent pas la même histoire. La première lecture, la plus immédiate, c'est celle de la défaite politique. Un président confronté à une majorité de sénateurs qui s'opposent à lui, un signal de fragilité, une démonstration que son autorité n'est pas absolue. Dans l'arène politique, l'image compte autant que le fond. Et voir 52 voix s'aligner contre lui, c'est un symbole puissant. Cela nourrit le récit d'un président contesté. Cela galvanise l'opposition. Cela installe l'idée d'un rapport de force qui s'équilibre. Et en politique, la perception est souvent plus dangereuse que la réalité. Mais il existe une deuxième lecture, plus froide, plus stratégique et peut-être plus inquiétante. Et si cette défaite était en réalité intégrée dans un calcul plus large? Dans certains cas, perdre un vote peut servir une narration. Cela peut permettre de se repositionner, de durcir son discours, de mobiliser sa base en dénonçant l'establishment, le système, les élites. Une confrontation institutionnelle peut devenir un carburant politique. Il y a aussi un autre élément. Dans le système américain, un vote défavorable ne signifie pas nécessairement la fin d'une stratégie. Le pouvoir exécutif conserve des marges de manœuvre, des décrets, des négociations, des ajustements. La politique est un jeu d'étapes. Et parfois, un revers à court terme prépare un mouvement plus ambitieux. Alors, la vraie question n'est peut-être pas « a-t-il perdu ?», mais plutôt « que va-t-il faire de cette défaite ? Va-t-il reculer, composer ou au contraire accélérer ?» Parce que dans les moments de tension institutionnelle, les dirigeants peuvent choisir 2 voies, l'apaisement ou la confrontation. Et c'est là que la dimension stratégique devient centrale. Si cette séquence fragilise durablement son autorité auprès du Congrès, alors oui, on peut parler de défaite structurelle.
mais si elle lui permet de redéfinir le rapport de force, de resserrer ses soutiens et de déplacer le débat sur un terrain plus favorable, alors ce n'est plus une défaite, c'est un repositionnement. En réalité, la politique américaine fonctionne souvent comme un bras de fer permanent. On teste, on pousse, on résiste. Et parfois, ce qui ressemble à une humiliation devient le point de départ d'une nouvelle offensive. Ce vote au Sénat est donc un tournant, mais pas nécessairement un affaiblissement définitif. Tout dépendra de la suite, des prochains discours, des prochains actes, des prochains rapports de force. Parce qu'en politique, une défaite n'est jamais seulement un moment, c'est un signal. Et la vraie bataille commence toujours après le vote. En politique, il y a les faits. Et puis, il y a les symboles. Et parfois, le symbole est plus puissant que le vote lui-même. 52 voix, un chiffre. Mais un chiffre qui frappe, un chiffre qui circule, un chiffre qui s'imprime dans l'opinion. Parce qu'en démocratie, l'image d'un président désavoué par une majorité de sénateurs, ce n'est jamais anodin, même si les conséquences juridiques sont limitées, même si les effets institutionnels sont contenus. Le symbole, lui, reste. Pourquoi est-ce si important ? Parce que le pouvoir repose autant sur l'autorité perçue que sur l'autorité réelle. Un président fort, c'est un président que l'on croit capable d'imposer sa ligne. Un président fragilisé, c'est un président dont chaque décision devient contestable. Et ce vote installe un doute sur la capacité à rassembler, un doute sur la solidité de la majorité, un doute sur le contrôle du calendrier politique. Dans une ère médiatique ultra rapide, le symbole devient une arme. En quelques heures, les images tournent en boucle, les chiffres s'affichent, les analyses s'enchaînent et la narration s'installe. 52 sénateurs contre lui, c'est simple, c'est percutant, c'est mémorisable et c'est politiquement redoutable. Mais le symbole agit aussi à l'intérieur du système, au Congrès, dans les couloirs du pouvoir. Les élus observent, ils évaluent, ils sentent le vent tourner ou pas. Un vote comme celui-ci peut encourager certains à prendre leur distance, ou au contraire, pousser d'autres à resserrer les rangs. Le symbole crée un mouvement. Il modifie les équilibres invisibles. Il y a également une dimension internationale. Les partenaires étrangers regardent, les adversaires aussi. Un président confronté à une opposition interne forte peut apparaître moins prévisible, moins stable, ou au contraire plus déterminé à durcir sa posture. Tout dépend de la lecture que l'on en fait. Mais une chose est sûre, rien ne passe inaperçu. Et puis, il y a l'opinion publique. Dans un climat politique déjà polarisé, chaque symbole nourrit les camps. Pour certains, c'est la preuve d'un contre-pouvoir efficace. Pour d'autres, c'est une obstruction injuste. Le vote devient un marqueur, un point de ralliement, un épisode qui alimente la bataille narrative. Alors oui, juridiquement, ce n'est peut-être qu'un vote, mais politiquement, c'est un moment, un instant où l'image du pouvoir vacille, même brièvement. Et en politique, ces instants comptent, parce qu'ils peuvent redessiner la suite. Le poids du symbole, c'est ça, un chiffre, une image, et une question qui plane désormais au-dessus du pouvoir. Est-ce le début d'un affaiblissement ou le déclencheur d'une contre-offensive ? On ne peut pas comprendre ce vote, on ne peut pas mesurer sa portée, sans regarder le contexte, parce qu'un chiffre, isolé, ne dit jamais tout. Ce qui lui donne du poids, c'est le moment dans lequel il survient. Où en est le pays politiquement ? Climat tendu, polarisation maximale, institutions sous pression. Chaque décision devient un test. Chaque vote devient un rapport de force. Dans ce climat, 52 voix ne sont pas simplement 52 voix, elles deviennent un signal. Il y a aussi le calendrier. Sommes-nous à l'approche d'échéances électorales, d'un moment clé pour l'administration, d'un dossier international sensible ? Le timing change tout. Un vote en début de mandat n'a pas la même signification qu'un vote à quelques mois d'une élection. Dans un cas, c'est une alerte. Dans l'autre, c'est potentiellement un tournant. Le contexte institutionnel compte aussi. Le Sénat n'est pas une chambre comme les autres. C'est un lieu de stabilité, de continuité, de tradition. Quand il envoie un message, ce message est souvent plus lourd que celui d'une simple chambre basse. Et quand une majorité claire se dessine, l'impact est amplifié. Il faut également regarder la nature du sujet voté. Était-ce une question symbolique, budgétaire, stratégique, touchant à la sécurité nationale ? Plus le dossier est sensible, plus la rupture est significative. Parce que certains votes peuvent être techniques, d'autres, en revanche, révèlent des fractures profondes. Et puis, il y a le climat médiatique. Un vote dans le silence n'a pas la même portée qu'un vote sous les projecteurs. Si l'attention nationale est déjà focalisée, si l'attention est palpable, alors le moindre geste devient un événement. Et ce vote devient un marqueur politique. Le contexte international joue également un rôle. Si les États-Unis sont engagés dans des négociations délicates, si des crises extérieures sont en cours, si des alliés attendent un signal clair, alors une division interne peut peser lourd. Le monde observe
et il interprète. Enfin, le contexte personnel du président compte. Est-il en position de force ou déjà fragilisé par d'autres polémiques? Est-il soutenu par son camp ou confronté à des tensions internes? Un même vote peut être anecdotique dans un climat stable et explosif dans un climat instable. Voilà pourquoi le contexte est essentiel. Parce qu'en politique, rien n'existe en vase clos. Un vote est toujours le produit d'un moment, d'un rapport de force, d'un climat. Et comprendre ce climat, c'est comprendre si l'on assiste à une simple secousse ou à un véritable basculement. La question n'est donc pas seulement « que s'est-il passé ?», mais « pourquoi maintenant ?» Et c'est là que tout devient intéressant. Ce qui est peut-être le plus important, ce n'est pas l'opposition, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'en politique, les vraies secousses ne viennent pas toujours de l'extérieur, elles viennent du camp lui-même. Un vote comme celui-ci ne révèle pas seulement un rapport de force partisan, il met en lumière des lignes de fracture, des désaccords stratégiques, des calculs individuels, des doutes. Et ces fractures sont parfois plus dangereuses qu'une opposition frontale. Dans tout parti, il existe plusieurs sensibilités. Les pragmatiques, les idéologues, les élus en territoire conservateur, ceux en territoire disputé. Chacun raisonne avec sa propre boussole électorale. Et lorsque la pression monte, les loyautés deviennent plus fragiles. Certains sénateurs peuvent estimer qu'un alignement automatique comporte un coût politique, surtout dans des États où l'opinion est partagée, surtout à l'approche d'échéances électorales. Dans ces moments-là, la survie politique personnelle passe avant la discipline collective. Et c'est là que les fissures apparaissent. Il y a aussi une dimension institutionnelle. Certains élus, même proches du pouvoir exécutif, tiennent à affirmer l'indépendance du Sénat, à rappeler que le Congrès n'est pas une chambre d'enregistrement, ce n'est pas forcément une rupture idéologique, c'est parfois une question d'équilibre des pouvoirs. Mais politiquement, l'effet est le même. Le danger pour un leader, ce n'est pas l'opposition déclarée, c'est l'érosion silencieuse. Quand des soutiens deviennent plus tièdes, quand les prises de distance se multiplient, quand les déclarations deviennent plus prudentes, une majorité peut sembler solide jusqu'au moment où elle ne l'est plus. Et les fractures internes ont un effet domino. Un premier vote crée un précédent libère la parole, puis d'autres élus se sentent moins contraints. Ce qui était impensable devient possible, ce qui était marginal devient acceptable. Mais attention, une fracture ne signifie pas forcément un effondrement. Elle peut aussi provoquer un resserrement, un rappel à l'ordre, une mobilisation renforcée. La politique est un mouvement permanent. Les lignes bougent, les équilibres se réajustent. Ce qui est certain, c'est que ce vote révèle quelque chose. Pas forcément une rupture définitive, mais une tension réelle. Et dans un système aussi polarisé que celui des États-Unis, les tensions internes peuvent peser lourd, très lourd, parce qu'un leader affronte toujours deux fronts, l'extérieur et l'intérieur, et parfois, c'est l'intérieur qui décide de tout. Dans toute présidence, il y a une question centrale, l'autorité. Pas seulement le pouvoir légal, mais l'autorité politique, la capacité à imposer une ligne, à discipliner son camp, à dissuader les frondes, et c'est précisément là que se joue l'enjeu. Donald Trump a toujours construit son image sur la force, la détermination, la confrontation assumée, un leadership vertical, un discours clair, je décide, j'avance, je ne recule pas. Mais lorsqu'une majorité de sénateurs vote contre une position qu'il défend ou soutient, une question surgit. L'autorité est-elle intacte? Car l'autorité en politique repose sur deux piliers, la loyauté et la crainte du coup politique. Tant que les élus pensent qu'il est plus risqué de s'opposer que de suivre, l'alignement fonctionne. Mais si certains estiment que le coût de la loyauté devient plus élevé que celui de la distance, alors l'équilibre change. Un président fort n'a pas besoin de rappeler son autorité, elle s'impose. Un président contesté doit la réaffirmer. Et parfois, la réaffirmation peut prendre deux formes, le compromis ou la confrontation. Trump est connu pour préférer la seconde option, transformer une opposition en bras de fer, désigner des responsables, mobiliser sa base, durcir le ton. Mais cette stratégie comporte un risque. Plus la confrontation est fréquente, plus elle banalise la fracture. Et à terme, elle peut réduire la marge de manœuvre institutionnelle. Il y a aussi la dimension internationale. Les alliés observent la solidité du leadership. Les adversaires scrutent les divisions internes. Un président dont l'autorité semble contestée peut apparaître affaibli dans les négociations. Même si, en réalité, le pouvoir exécutif reste solide. Encore une fois, la perception est centrale. Mais il ne faut pas sous-estimer la capacité de rebond. Trump a déjà traversé des séquences difficiles. Il a déjà été déclaré politiquement affaibli. Et pourtant, il a su revenir dans le jeu. La question n'est donc pas seulement son autorité est-elle fragilisée, mais comment va-t-il répondre? Va-t-il chercher à reconstruire des alliances internes, à négocier, à apaiser,
ou, au contraire, à accélérer, à polariser davantage, à transformer cet épisode en démonstration de force? Le défi de l'autorité, ce n'est pas seulement un vote perdu, c'est la gestion de l'après. Parce qu'en politique, ce n'est pas la chute qui définit un leader, c'est la manière dont il se relève. Et désormais, toute l'attention est tournée vers la prochaine étape, car si l'autorité vacille, même légèrement, alors chaque décision suivante devient un test de contrôle, un test de loyauté, un test de pouvoir. Et ces tests peuvent redessiner une présidence. EST, c'est vraiment une humiliation? Le mot est fort, humiliation. Il frappe, il choque, il attire. Mais est-il juste? En politique, les termes sont des armes. Parler d'humiliation, c'est déjà choisir un angle, c'est suggérer une perte de contrôle, une mise en échec publique, une atteinte à l'autorité. Mais regardons les faits froidement. Un vote défavorable, même avec 52 voix, est-ce automatiquement une humiliation? Pas nécessairement. Dans une démocratie, perdre un vote fait partie du jeu. Le Congrès est un contre-pouvoir. Il est censé résister, contester, encadrer. Un président n'est pas un monarque. Donc institutionnellement, ce n'est pas une anomalie, c'est un mécanisme normal. Mais politiquement, c'est plus subtil. Une humiliation n'est pas seulement une défaite. C'est une défaite perçue comme une démonstration de faiblesse. Et tout dépend ici du récit qui s'impose. Si l'épisode est présenté comme un désaveu massif, si le chiffre devient un symbole. Si des alliés prennent publiquement leur distance, alors oui, l'image peut ressembler à une humiliation. En revanche, si le vote est rapidement intégré dans une stratégie plus large, s'il est minimisé, s'il est contre-attaqué, s'il est replacé dans une logique de confrontation assumée, alors l'effet peut être amorti. La politique moderne est une bataille narrative. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qui se passe, c'est ce que les gens retiennent. Il faut aussi regarder l'impact concret. Le vote bloque-t-il réellement une stratégie majeure? Modifie-t-il profondément l'équilibre du pouvoir? Ou s'agit-il d'un revers symbolique sans conséquences structurelles? Une humiliation politique laisse des traces durables. Un revers ponctuel peut être absorbé. Il y a enfin un élément clé, la base électorale. Si les soutiens du président restent mobilisés, s'ils interprètent l'épisode comme une obstruction du système, alors le mot humiliation perd de sa force. Il devient un angle médiatique, pas une réalité politique. En vérité, le terme dépend du point de vue. Pour les opposants, c'est un moment de faiblesse. Pour les partisans, c'est une bataille parmi d'autres. Et pour les observateurs, c'est un test. Un test de solidité, un test d'autorité, un test de résilience. Alors, est-ce vraiment une humiliation? Peut-être pas. Mais c'est un signal. Un moment où l'image du pouvoir a été questionnée. Et en politique, parfois, ce sont ces moments-là qui annoncent les séquences les plus intenses, parce qu'une présidence ne se juge pas sur un vote, mais sur sa capacité à transformer un revers en reconquête. Alors, 52 sénateurs ont-ils humilié Trump? C'est plus qu'un simple vote, c'est un signal, un indicateur de rapport de force, un thermomètre politique, un moment qui révèle les tensions internes et institutionnelles. Ce n'est peut-être pas un tournant définitif, mais c'est un épisode qui compte. Parce qu'en politique, ce sont parfois les fissures invisibles qui annoncent les véritables basculements. Et la vraie question est désormais, s'agit-il d'un accident parlementaire ou du début d'une séquence plus difficile pour lui? C'est cela que les prochaines semaines vont révéler.